Coucou les gros bidous, ou plutôt les zombies de gros bidous, parce que s'il fait aussi chaud chez vous qu'il fait chez nous à Bruxelles, vous êtes tous dans le même état que nous, vous êtes des zombies. Alors je vais essayer de faire une vidéo de zombies pour vous parler du magnifique tarot de Théa, Théa's Tarot, je vais le prononcer tarot Théa pour le reste de la vidéo, pour éviter de vous faire subir mon merveilleux accent anglais. Donc, petite info sur la vidéo, c'est toujours la même qualité d'image, je fais ça sur mon ordinateur qui est fort vieux. Et par ailleurs, je fais pas de montage parce que j'en ai pas envie et je sais pas le faire. Donc voilà, mais je vais essayer, comme toujours, d'être brève, condensée et d'aller droit au but. On y croit. J'aimerais aussi ne pas me sentir obligée de m'excuser pour ma sale gueule du jour. Seulement, j'ai une sale gueule parce que j'ai une conjonctivite. Il fait 36 degrés dehors. Et donc voilà, je ne suis pas maquillée et je voudrais ne pas être aussi conditionnée par le patriarcat et me sentir obligée de m'excuser pour la façon dont je ne suis pas maquillée, à part mon super kit rouge à lèvres, mais je le fais quand même. Voilà. Le tarot de Théa est un tarot extraordinaire. C'est un tarot féministe et lesbien qui a été publié pour la première et unique fois en 1984. Autrement dit, il a 34 ans, mon âge. Je m'en sens encore plus proche du coup. Il va être réédité par la maison d'édition qui a publié ce petit compagnon, companion book, ce livre d'accompagnement il y a maintenant quelques années, qui est situé à Montréal. Donc cette deuxième édition du tarot va être disponible sur le site de Little Red Tarot en Europe. Mais pour ceux et celles qui m'écoutent outre-Atlantique, sachez que c'est basé au Canada. Moi j'ai fait la connaissance de ce sublime tarot 6 mois après avoir commencé à tirer les cartes. Donc j'ai commencé à les tirer avec le Wild Unknown qui est là. J'ai travaillé avec le jeu des chats mythiques après vaguement. Et puis sur le site de Little Red Tarot, Beth parlait beaucoup de ce jeu-là et elle en a eu quelques exemplaires. Alors c'était un truc un peu miraculeux, c'est que pendant quelques années comme ça, de temps en temps, Metonymy Press ou Little Red Tarot, via eux je crois, avaient l'occasion de ressortir certains jeux puisque l'autrice en avait encore quelques caisses dans ses greniers. Donc c'est vrai que je me suis ruinée parce que j'ai un bon fond de collectionneuse de jeux et j'ai sauté sur l'occasion. Ça a été une sublime rencontre, c'est un jeu qui est vraiment magnifique, qui est absolument atypique. En tout cas, il possède un grand nombre de qualités que j'attends dans un jeu qui serait un jeu alternatif, notamment en termes de représentation, d'inclusivité. C'est un mot que j'aime pas parce que j'ai l'impression quand on parle d'inclusion, on parle souvent d'inclure dans la norme, dans les modèles dominants, les minoritaires. Alors moi j'aimerais bien juste que la norme pète, selon les règles des minorités de préférence, mais voilà, donc j'aime pas trop ce mot, mais en même temps je sais qu'il permet à tout le monde de plus ou moins s'entendre sur ce qu'on entend par là. En tout cas, il propose des représentations variées, au moins en termes corporels. Il s'appelle Théa en hommage au mot grec pour définir la déesse, donc c'est très centré sur les déesses. En fait c'est un jeu qui date de 84, dans le contexte du féminisme lesbien des années 80. Et donc il en est très imprégné, c'est vraiment très agréable en termes de représentation de corps gros, de corps non blancs. Et en même temps, il pêche aussi un peu par ses défauts, c'est-à-dire que déesse, pour lui, sous-entend généralement une poitrine développée, hanches, etc. Du coup, des choses qui peuvent paraître comme une version très normée du corps féminin, une version très cis, etc. Mais c'est aussi tout à l'honneur de l'autrice du jeu, de la créatrice du jeu, d'avoir accepté que presque 30 ans plus tard, on en donne une lecture queer. Ça a été fait par Oliver Pickle, qui est une personne qui tire les cartes depuis très longtemps, apparemment, à Montréal aussi. Donc toutes les choses que je vous livre, je les ai apprises dans ce livre-ci. Et du coup, ce livre permet de vraiment remettre en question ce côté qui pourrait parfois être très daté du jeu. Ce que j'apprécie aussi dans cette approche, c'est que ça permet une forme de continuité et pas une forme de rupture. C'est-à-dire qu'on a eu très peu de transmission
de ce qu'était le féminisme lesbien, de ce que ça représentait, aussi le séparatisme lesbien dans le contexte des années 70, 70 et 80. Et on a l'impression qu'il y a une rupture comme ça très nette avec le queer, et que le queer serait comme une sorte de progression logique, alors qu'il y a forcément une continuité ou des discontinuités. Et justement, ça permet de remettre en perspective et puis de remettre dans le contexte de l'époque. Et ça ne veut pas dire que dans le contexte de l'époque, le lesbianisme féministe n'a pas eu des travers qu'on ne reproduirait pas de la même façon aujourd'hui, certes, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui on n'a pas aussi des travers dans nos mouvements féministes, queer ou lesbiens tels qu'on les entend à l'heure actuelle et dans toute leur variété. Mais au moins, ouais, ça permet de se dire, ben, on a fait les choses d'une certaine façon à une époque, on les fait différemment maintenant, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens, des continuités, et plutôt qu'une transmission bien au-delà des ruptures. Donc pour moi, en tout cas, ça me tient vraiment à cœur, parce que j'ai l'impression que aussi beaucoup de féministes de cette génération-là, qui ont été actives dans les années 70 et 80, favorisent cette rupture. Qu'elles n'ont pas voulu entendre certaines des critiques qui leur ont été faites, en particulier au niveau de leur transphobie, par exemple, hein, mais pas particulièrement frappant. Et donc, que des créatrices lesbiennes de l'époque, des personnes queer, trans d'aujourd'hui viennent se trouver à mi-chemin, je trouve ça absolument important. Je trouve que malheureusement, on a perdu cette transmission, en grande partie parce que certaines lesbiennes radicales de l'époque se sont pas remises en question du tout, au contraire, sont devenues pires. Et aussi parce que c'est un peu facile parfois de critiquer une époque, par exemple les années 70, avec le regard et toutes les connaissances qu'on a accumulées depuis lors, sans se rendre compte que tout simplement ces connaissances, elles n'étaient pas là à l'époque, elles ont commencé à émerger, elles ont émergé depuis les marges, elles ont mis du temps à arriver, à se disperser. C'est dommage parce que ça veut dire que le féminisme des années 70, tel qu'on l'a vu dans les médias, était un féminisme très majoritaire, blanc, de classe moyenne, certes, mais en même temps, voilà, maintenant, est-ce qu'on peut le regarder avec notre regard de 2018, qui ne doit pas nécessairement être un regard de mépris ou de profond jugement, mais simplement de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qu'on veut en garder. Est-ce qu'on veut aussi garder des échecs, parce que si on n'assure pas cette transmission, on n'apprend pas grand-chose. Oui, alors je radote toujours un peu sur ces thématiques-là, je crois que c'est parce que je suis un peu historienne de formation, enfin complètement historienne de formation, et donc ça me tient à cœur. J'ai fait un glaçon avec des pétales de rose et je suis en train de bouffer des pétales de rose. Donc quand j'ai fait la rencontre de ce jeu il y a quasiment 2 ans jour pour jour, j'ai vraiment craqué. Je pensais, j'étais vraiment convaincue. Ça faisait 6 mois que j'étais à fond, mais complètement à fond dans le tarot, et j'étais convaincue que je serais incapable de jamais m'identifier à un jeu avec des personnages. Je travaillais avec le Wild Unknown, je me voyais bien travailler avec des jeux de tarot avec des animaux, mais jamais avec des personnages. Et c'est la première fois où j'ai pu me dire, mais en fait ça fonctionne. Donc Ruth West, qui est la créatrice, j'en parle toujours comme la créatrice, j'ai pas encore donné son nom, ne s'est pas nécessairement inspirée, elle, directement du système du Waite Smith, dessiné par Pamela Coleman Smith. Elle s'est inspirée d'un livre féministe qui revisitait le tarot à l'époque plus ou moins où elle a fait ce tarot qui lui a pris 4 ans de création. Mais néanmoins, il est quand même assez fidèlement calqué sur le Waite Smith, ce qui fait qu'il est assez agréable à suivre. Bon, je dis ça et en même temps, c'est pas si évident peut-être dans les coupes que je suis en train de montrer. Je ferai un petit tour tout à l'heure des cartes au hasard. Alors moi, ce que je trouve vraiment... À la fois, je viens de relire l'introduction et c'est vrai que c'est un côté qui est attachant dans ces cartes. Et en même temps, ce que je trouve vraiment triste, c'est qu'elles s'abîment en fait. Elles s'abîment vraiment très très vite. Je ne sais pas si ça se voit là, mais voilà, elles perdent leur couleur sur l'arrière qui vient faire des traces sur l'avant. Alors ça fait antiquité. En fait, je l'ai acheté neuve pas de seconde main, mais enfin, la première édition, mais elle était neuve. Et donc, on a l'impression qu'il vieillit très vite, ce qui fait que j'ai arrêté, sauf de très très rares exceptions, de l'utiliser pour tirer les cartes à d'autres personnes que moi.
Bon, c'est aussi agréable d'avoir des jeux qu'on n'utilise que pour soi, mais j'ai trouvé ça très très triste, donc je reconsidérerai la possibilité de l'acheter sous sa deuxième édition, 30 ans après la première, parce que c'est vraiment un bel objet d'art de collection pour moi et un objet historique, celui que j'ai, et je préférerais arrêter de le démolir et, et en avoir un autre. Alors je ne sais pas ce que ça donnera au niveau de la qualité des cartes, j'imagine que ce sera fait complètement différemment. Vous voyez un peu ce travail sur les noirs et les blancs. Alors vous voyez, je suis ultra colorée et kitsch, et en fait j'adore vraiment ce genre de jeu qui est très sobre. C'est une technique de découpage qui a été utilisée. Donc Ruth West a utilisé cette technique de découpage en 2 couleurs. Avec les moyens d'époque, elle n'avait pas d'ordinateur, elle était étudiante en art, elle avait une grosse vingtaine d'années. Et alors elle explique, enfin il y a des extraits d'une interview dans She's Sitting in the Night, où elle explique qu'elle a fait des photos, elle a imprimé ses photos, et puis elle a photocopié la version réduite de façon à avoir des cartes. Puis je pense que du coup, ça a été auto-édité de A à Z, d'où cette qualité très maison, très artisanale, mais pas dans le meilleur sens du terme, mais qui est aussi mais tellement attachante. Et à côté de ça, attachant, non, elle ne colle pas, les cartes, elles sont très très bien, comme ça. Ce que j'aime dans ce jeu, tout d'abord, c'est ce que moi j'estime être un jeu généraliste, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à travers les différentes suites, donc ici j'ai les épées, on a une version très généraliste des épées, des bâtons, des pentacles, des coupes qui n'ont d'ailleurs pas été renommés, donc ils peuvent tout à fait convenir à toute situation. On peut lire les cartes sur toute situation avec lui. Alors il y a des cas qui sont un peu bizarres, par exemple ce 6 d'épée ressemble énormément à ce 4 d'épée, et ça invite quand même à se poser des questions, à travailler nos interprétations. Par exemple, le 6 d'épée qu'on associe souvent au voyage ou au fait de prendre du recul. Là, ça se passe par le sommeil, peut-être par le rêve, et donc c'est une interprétation qui peut nous bouleverser dans nos habitudes, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des jeux différents, évidemment, c'est que de voir les interprétations des différents créateurs et créatrices de certaines cartes. Le 7 d'épée, par exemple, est très très différent de ce qu'on peut voir habituellement, donc j'ai gardé mon Coleman Smith à côté de moi pour pouvoir vous montrer justement la carte ailleurs, dans sa version peut-être plus classique. Voilà, c'est absolument différent. Du coup, j'étais peut-être un peu perdue avec cette carte, d'ailleurs je le suis toujours. Et dans ces cas-là, j'en réfère à ce qu'en écrit Oliver Pickle maintenant. Pam, 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 je ne sais pas dans quel ordre c'est classé. Ce qui m'aide quand même à y voir plus clair. En fait, elle insiste, enfin, elle n'insistait pas là-dessus, mais on insiste dans cette version-ci beaucoup sur l'idée de communauté, ce qui est aussi ce qu'on retrouve dans les guides d'autres jeux, comme par exemple Slow Roller. Donc je trouve ça intéressant parce que je vois du coup une continuité avec les jeux queer qui sont à disposition à l'heure actuelle. Alors là, on nous parle dans les mots-clés de confusion, d'énergie splittée, d'instabilité. Et donc la première phrase, c'est que dans ce jeu en particulier, l'image réfère aux possibilités de communauté et de soutien. Ça montre 6 personnes qui sont allongées ensemble dans la même pose protectrice, de protection. Et là, Oliver Picker, il énumère les possibilités d'interprétation. Donc c'est assez intéressant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça correspond aussi à ce que en tout cas une partie de ce que j'en lis dans des guides comme celui-ci, Slow Roller. Voilà. Et ce qui est intéressant du coup ici, par exemple, pour chacune des cartes dans le guide actuel, c'est qu'on a tout d'abord une description de l'image, ce que je trouve toujours utile. Parce qu'on sait bien, en tout cas si vous tirez les cartes, vous le savez bien, une des premières étapes quand on va donner une interprétation d'une carte, c'est d'essayer de s'accrocher à des éléments, c'est de déjà détailler ce qu'on voit sur l'image. Et de fait, ça aide énormément d'avoir cette petite description. Et puis on a une petite interprétation qui va prendre en fonction des cartes
un ou deux paragraphes ou même 3 lignes. Et puis ensuite, on va dire, en fonction de où il arrive dans un tirage, ou dans un tirage, cette carte vous dit donc de... Donc, je mange mes pétales de rose. Hein. Donc, c'est quand même bien foutu. Il est un peu cher, le livre. 22 $ canadiens. Mais il est plus cher quand il est en vente sur le site de Little Red Tarot, ce qui est quand même idéal quand on veut le commander en Europe. Mais il en vaut complètement la peine. Parce que du coup, même si on a cette description des cartes, la personne qui écrit va vraiment faire le lien avec le jeu, mais aussi avec des choses qu'on peut retirer dans nos interprétations de cartes en général. Donc il est top. Donc si vous avez l'occasion d'acheter le jeu qui sera en précommande sur Little Red Tarot bientôt, c'est vrai que c'est quand même vraiment agréable d'avoir ça en plus. Et par exemple... Oui, je voulais dire, c'est en anglais, c'est pas l'anglais selon moi le plus accessible. Donc je lis a priori parfaitement l'anglais, je peux pas dire que je m'exprime parfaitement, mais je le lis assez couramment. Et il y a des moments où je trouve que le langage est un peu littéraire et compliqué à suivre. Les phrases sont un peu longues, c'est pas le genre de choses qu'on lit en diagonale. Or j'aime beaucoup lire en diagonale parce que comme ça je suis directement dans ma propre interprétation. C'est pas très possible avec ce livre-là, pour moi en tout cas. Donc je le trouve peut-être un peu lourd, mais ça je trouve ça génial aussi. Alors le nom du livre est inspiré par cette carte, le 4 de coupe, et ça s'appelle Elle est assise dans la nuit, qui est aussi une très très jolie réinterprétation du 4 de coupe. Je n'en dirai pas plus, parce qu'en réalité, ce que j'étais en train de chercher, c'était mais non pas le 5, allez, here. Le 8 de coupe, que j'ai tiré ce matin. Et c'est une des cartes, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, une des cartes qu'on n'aime pas toujours voir venir, parce que elle parle énormément en général, de renoncement, de départ, voire de rupture sentimentale par rapport à la famille, par rapport aux amis. Elle parle de nouveaux départs, mais avec toutes ces coupes qui sont renversées derrière, on sait que ça se fait dans la douleur. Bon, alors j'étais quand même assez rassurée par ce que je voyais sur cette image, parce que la personne a le regard vraiment résolument fixé vers les coupes qui sont en l'air. Mais c'est vrai que, bon, j'étais un peu sceptique là, ça fait quelques jours que je tire la tour, et alors, quand les gens viennent me voir en mode catastrophe, je tire la mort tout le temps, je tire la tour tout le temps, je dis, mais non, mais tu sais, ça peut vouloir dire blablabla, il faut relativiser, sauf que quand ça m'arrive à moi, je suis comme tout le monde, je suis là. Putain, mais j'ai la tour tout le temps, c'est pas possible, il va arriver un truc, ma maison va prendre feu, ma mère va mourir, c'est la fin du monde. Bon, alors du coup, j'ai vu le 8 de coupe et j'étais, oh non, quoi encore, mais j'en ai marre, j'ai rien qui va. Et je me suis tournée, après avoir passé quelques minutes avec elle, vers l'interprétation du livre. Les mots-clés sont rejet, abandon, moving away, c'est le fait de bouger, d'avancer, de déménager, mais aussi dans le sens de passer à autre chose, je dirais, si je devais choisir de traduire ça en français. Et je vais vous lire un extrait. Alors que toutes les coupes ne sont pas renversées. Cette personne s'envole en solo et elle ne regarde plus les coupes qui sont derrière elle. À la place, son regard est parallèle au mur sur lequel elles sont placées et ce regard est dirigé vers la lune. Elle a un compagnon, mais c'est un compagnon qui est calme, qui ne prend pas beaucoup de place. Et elle a aussi une canne pour l'aider à marcher. Elle a de l'aide et de l'accompagnement dans son voyage qui l'amène au loin des situations et des activités qui sont représentées par les coupes. Et elle va plutôt vers la connaissance lunaire. Donc ce serait la lune qu'elle regarde et non pas les coupes. C'est une journée qui est solitaire, une journée de retraite, de tristesse et au final de plus grande connaissance de soi, de plus grande prise de conscience, self-awareness. Quand cette carte vient dans un tirage, il faut que tu saches qu'un certain niveau de retrait est en train d'émerger. Que tu aies choisi de fuir
de quitter cette situation, ou bien avant sa fin certaine, ou bien que tu restes attaché à quelque chose que tu ferais mieux de laisser derrière toi, ou bien même si tu as tout simplement besoin d'une retraite qui serait régénératrice, des activités et des devoirs du monde, cette carte indique de la solitude. Il se peut aussi que tu aies besoin de t'enfuir, que tu aies besoin d'arrêter de t'enfuir en courant, ou bien que tu aies besoin d'aller de l'avant. Bon, on entend peut-être un peu tout et n'importe quoi là-dedans, mais bon, c'est aussi, comme j'aime le dire, les multiples facettes d'une carte, donc il n'y a pas qu'une interprétation. En tout cas, les interprétations de ce livre sont plutôt rassurantes, elles vont plutôt nous prendre par la main et nous aider certainement à vivre la situation avec davantage de recul. Peut-être pas de sérénité, parce que bon, on sait bien qu'avec certaines cartes du tarot, c'est difficile de garder cette sérénité. Comme le fameux 9 d'épée ou le très fameux 10 d'épée. Mais voilà. Je ne suis pas du tout pour un tarot positif, lumineux à tout prix, mais j'aime énormément cette interprétation. Alors on a des cartes qui sont vraiment différentes, comme la tour, qui est une personne qui est bousculée par le cosmos et en conclusion qui est en train de flotter dans l'air. On a des cartes qui sont fabuleuses, comme la jongleuse pour la carte de la mort. Ça se passe de commentaires selon moi. Le diable, comme beaucoup de jeux alternatifs et queer et politisés, a été renommé l'oppression, ce qui est évidemment tout à fait adéquat. Je voulais vous montrer la magnifique comète qui prend la place de la roue de la fortune. Donc effectivement, pour ce qui est des cartes de l'arcane majeur, on a des cartes renommées. L'impératrice, voilà, reste quand même assez traditionnelle dans le sens où elle est grosse. Seulement, elle est vraiment grosse là, c'est pas juste une femme enceinte. Voilà, les amoureuses sont évidemment parfaites. J'adore absolument cette prêtresse, cette grande prêtresse, cette voyante. Et alors, le mât, la folle, le fou, a été très judicieusement renommé l'innocence. Moi, je vois souvent l'insouciance dans cette carte aussi. Et sinon, ce qui est à savoir, c'est que les autres cartes qui ont été renommées en dehors de l'arcane majeur, ce sont les cartes de cour, avec à la place des valets ou pages, les enfants, à la page des cavaliers, cavalières, les amazones, à la place des reines, les filles, et à la place des rois, les mères. Sans rentrer dans les détails, ce sont des terminologies qui sont vraiment très révélatrices de l'époque. On peut penser à Monique Wittig, qui, dès Les Guerrières, et puis avec son Brouillon pour un dictionnaire des amantes, qui sont des livres que je vous recommande à tout prix, tout comme Le cœur lesbien, d'ailleurs, de Wittig, et ses essais, évidemment, La pensée straight. Oui, je suis fan de Wittig. C'est vraiment quelque chose qui était très ancré dans les imaginaires féministes lesbiens de l'époque. Les déesses, les sociétés matriarcales qui auraient existé avant ou pas. Bon, par exemple, c'est pas vraiment ce que je dirais pas que c'est l'interprétation qu'en fait Wittig, mais bon, voilà. En tout cas, on sent bien que dans le livre, on sent que c'est présent dans le contexte dans lequel écrivait Ruth West, elle en parle. Les Amazones, référence à la mythologie. Et donc, c'est vrai que le livre parle aussi de cet héritage, de cette volonté de s'inscrire dans une interprétation matriarcale du tarot, avec ce tarot qui était donc basé sur un livre. Donc, on n'est pas un tarot qui est fait par une connaisseuse absolue des tarots en général, et du coup, je trouve ça impressionnant à quel point il est vraiment novateur, certes, différent, atypique, et en même temps quand même très facile à manipuler si on est habitué plutôt à des jeux classiques. Franchement, impressionnant. Donc je parlais des Amazones, etc., etc. Oui, alors un jeu matriarcal, aujourd'hui, ça n'a pas tellement de sens, en tout cas pour moi, ça n'en a pas. Beaucoup de personnes sont revenues sur ces mythes féministes et écoféministes des années 70 qui étaient assez basés je suis
distraite par mon chat, qui était très liée à la déesse, au mythe qu'il y aurait eu des sociétés patriarcales. C'est un mythe qu'on retrouve aussi beaucoup dans la question de la sorcellerie, autour de la Wicca, etc. Voilà, moi je suis pas comme telle. Je veux pas dire que c'est complètement impossible qu'il y ait eu ou qu'il y ait encore des sociétés matriarcales, mais je pense que les rapports de pouvoir sont beaucoup plus complexes que ça. Mais en attendant, sur l'histoire des luttes queer, lesbiennes, et espérons-le, trans, espérons que les luttes lesbiennes soient complètement aussi des luttes trans et qui considèrent que toute personne trans qui s'identifie comme lesbienne l'est. Du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment important aussi de se réclamer de ces désignations. La notion des filles et des mères dans le Vitic, ça revient tout le temps. C'était un imaginaire qui était ultra présent dans les années 70 et 80. Et ouais, j'aime ça, mais c'est vrai que je suis un peu passionnée d'histoire, mais j'espère que d'autres personnes trouveront dans l'amour que je peux retrouver dans ces cartes aussi avec ce jeu. Alors j'allais prendre les cartes qui me paraissent un peu clichés. Bon, bah, le 2 de coupe. Alors on a la fameuse chemise en flanelle, qui est un gros cliché lesbien, mais qui fait du bien aussi. Alors on a aussi la présence sur de nombreuses cartes d'un chat, qui est apparemment inspiré du chat de la créatrice, qui s'appelait, parfois plus ou moins stylisé selon les cartes, le chat qui s'appelait aussi Théa. Ben voilà, ça je trouve ça vraiment marrant, ça m'amuse énormément de lire ça dans le... Je le vois plus à l'envers. Ah, il est là. dans le livre. Voilà, alors... voilà, le 10 de Pentacle, c'est une carte qui est pas si facile à réinterpréter dans beaucoup de jeux, donc j'apprécie beaucoup cette réinterprétation-là. J'aime beaucoup, par exemple, ici, avec cette fille de Pentacle et cette Amazone de Pentacle, le travail qui est fait sur la Terre, qui nous permet de ne pas lire les pentacles comme certains jeux nous forcent à le faire parfois uniquement en termes de carrière ou d'argent. Donc voilà, ça j'apprécie vraiment beaucoup. Le 6 de Pentacle est un peu atypique, on a une personne derrière un comptoir avec un chaudron et des espèces de fioles et tout ça, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans des grandes interprétations, mais c'est intéressant. Le 8 de Pentacle, on a de nouveau une lesbienne en chemise à flanelle, avec son petit marteau qui est en train de faire des travaux, donc bah, voilà, c'est très traditionnel, hein, on est dans la notion d'artisanat qu'on trouve très souvent. C'est plus ce que j'allais chercher. Bah déjà, encore un petit chat. Oh, c'est chou, hein. Moi je trouve ça chou. Alors on a des cartes comme ça qui, pour moi, provoquent vraiment des sentiments, des émotions assez fortes. Par exemple avec cette fille de coupe, traditionnellement la reine de coupe, qui est sous une arche. Tissée de fleurs et de rubans, ce qui m'évoque un peu les mâts de Beltane, les mâts du 1er mai. Elle est couverte, elle est dans l'introspection, elle est centrée sur sa coupe qu'elle porte au niveau du bas-ventre, et on a vraiment cette idée d'introspection qui revient, mais aussi d'être entre les mondes, et du coup d'être une messagère, une passeuse, voilà, j'aime beaucoup. Le 9 de coupe est un peu rigolo, avec, je sais pas, je trouve ça un peu rigolo, cet enfant me fait un peu rire. Du coup, on sort du côté très sobre de certaines autres cartes, et on est ici dans quelque chose qui est presque trop chargé au niveau de l'image, mais voilà, c'est cool. Et alors le 10 de coupe, voilà, moi j'aurais voulu que ce soit retravaillé, j'aurais voulu voir quelque chose qui était moins familial, comme 10 de coupe ici, puisqu'on a un couple de femmes avec enfants. Bon, en même temps, sachant les années pendant lesquelles on a galéré, on galère encore par exemple en France, où la PMA n'est pas du tout un droit pour les lesbiennes. Bon, bah, sachant ceci, c'est vrai que cette vision du couple et de la famille est quand même assez intéressante, et elle peut faire l'objet de réinterprétations en fonction des tirages, etc. Bon, je ne choisirais pas à l'heure actuelle de faire un 10 de coupe comme celui-là, mais je pense qu'il est important aussi d'en faire. On se fait un petit tirage. Je sais pas regarder mes cartes et les mélanger en même temps. Voilà, bah, j'avais en tout cas surtout envie de vous partager mon amour de ce jeu. Je le trouve fort, essentiel. J'ai suivi le cours de tarot rituel l'année passée, et je l'utilise pas mal aussi comme ça dans le cadre de rituels, de tirages qui auront plus une portée magique ou introspective forte.
Donc, non, j'aime bien ça. Je regarde les cartes, je triche. Voilà, j'en ai une. Le set de coupe. Quelle interprétation aussi qui peut susciter des réactions. Je vais sortir le set de coupe classique qui est souvent n'est pas très... En fait, elle est tellement bien cette carte que dans beaucoup de jeux, elle est reproduite de façon proche. On a le personnage auquel on est censé s'identifier, on le voit dos qui est en train d'être perdu dans les nuages de ses fantasmes et de sa confusion entre la gloire, la transformation du dragon, la fortune, etc. Que va-t-il choisir? Et donc c'est une carte qui nous parle en général d'avoir de trop nombreux choix ou d'y s'imaginer de trop nombreux choix, du coup d'être un peu perdu dans cette réflexion au lieu de se focaliser sur l'inconnu. Ce magnifique petite coupe masquée, voilée. Alors j'avais jamais vu parce que j'utilise pas souvent le Rider-Waite, mais on dirait qu'il y a un personnage en dessous du voile, alors on dirait un peu une espèce de Sainte Vierge. Fait rire. Voilà, alors je pense qu'on peut complètement voir cette idée aussi dans ce set de coupe, seulement c'est rendu de façon très différente quand on a deux personnages qui sont un peu dans la fusion. On ne va pas parler du cliché de la fusion lesbienne ici, non, non, non. Elles semblent vouloir aller toutes deux dans des directions opposées, et puis néanmoins, elles ont un intérêt commun qui est cette coupe, qui est retenue par leurs cheveux. Elles essaient de sauver avec leurs genoux des coupes qui menacent de se renverser. Les autres sont déjà en train de tomber ou sont sur le sol. Assez bancal puisque le contenu des autres coupes est en train de se renverser sur elle. Et donc on voit très très bien, alors qu'il y en a une qui est dans un état de concentration intense, l'autre est déjà un peu en train de perdre ses moyens, et on voit à quel point quand on est en train de se focaliser à tout prix sur un ou des objectifs, on peut se perdre là-dedans parce qu'on en oublierait presque cette coupe-là. On dirait qu'elle est tellement légère sur leurs cheveux, qu'elles sont tellement concentrées dans ce qui est en train de se renverser, ce qu'elles essaient de ne pas renverser, qu'elles ne la voient pas et qu'elles sont un peu tiraillées dans différents sauvetages en vie, etc. Et elles en oublient de sauver la coupe qui est sur leur dos et qui pourrait très bien se casser sur leurs épaules. Voilà, donc je trouve qu'on peut très très rapidement retomber sur ses pattes par rapport aux interprétations classiques, et en même temps le jeu apporte définitivement quelque chose. Donc je l'adore. J'avais envie de vous en présenter encore une, mais je crois que j'en ai déjà montré beaucoup. L'Amazone de coupe pour le cavalier, la cavalière. Encore une fois, quelqu'un de très concentré par sa coupe, mais c'est aussi un des aspects, selon moi, de cette carte en général, c'est d'être trop fasciné par la coupe, par l'amour, par ce qui nous passionne, par notre mysticisme, au point souvent d'en être figé, comme ici sur ce piédestal, et de ne pas être capable de voir ce qu'il y a autour. J'aime bien ce petit enfant d'épée, il me fait penser à Orlando, tel que Virginia Woolf le décrit dans les premières pages de son ouvrage, de son roman Orlando. Moi, je passe les détails, mais voilà, j'aime cet aspect très enfantin, très curieux et très comique et comédien de l'enfant d'épée ici. Ça me fait penser que j'ai réalisé il y a quelques mois, parce que ça fait des mois que j'arrive plus à faire des vidéos, je suis pas très en forme, ni physiquement, ni moralement. Et j'avais commencé à faire des vidéos, et puis j'ai abandonné. Et puis j'ai quand même fait un tirage autour de l'étoile qui était lié à une vidéo d'avant que j'ai abandonné. Et puis j'ai essayé de refaire un tirage à tiroir comme j'avais fait en mai, que j'avais adoré. Et j'étais interrompue en cours, j'ai complètement perdu le fil. Mais j'avais fait tout ça avec le théâtre tarot. Et donc je vais essayer de mettre en lien des vidéos répertoriées dans le petit box de commentaires qui est en dessous de cette... Il fait vraiment chaud. En dessous de cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez voir d'autres interprétations que je me fais de ces cartes-là. Sinon, je l'utilise beaucoup, donc soit sur Instagram, soit sur mon blog, vous allez voir des interprétations
de certaines de ces cartes. Donc mon blog est katoutaro.blog, sur Instagram, sur Facebook, je suis aussi Katoutaro. Il y a mon petit chaton qui s'appelle Sawin qui est en train de miauler, j'espère que vous l'entendez, je pense qu'elle veut se faire entendre. Butch, vous croyez qu'elle veut passer à la télé? Non. Voilà, un 4 de pentacle, encore une fois traditionnel et très différent. Donc voilà, j'étais Katou de Katoutaro parce que je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Vaut mieux maintenant, au bout de 33 minutes, que jamais. Et je vous dis à bientôt, j'espère avoir le courage de refaire des vidéos prochainement et aussi de mettre des liens vers d'autres vidéos autour du théâtre tarot en commentaire. Et j'ai super hâte que ce jeu soit republié, j'espère que ça va arriver dans quelques semaines parce que j'ai tellement envie que vous puissiez toutes et tous en profiter, vous plonger dedans et qu'on se crée un univers collectif autour, qu'on se refasse des interprétations ensemble, qu'on échange sur les interprétations qu'on s'en fait. J'ai hâte. À bientôt, courage, essayez de survivre à la canicule. Je dois sortir, j'ai des rendez-vous médicaux aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire. Courage à tous et toutes, à très 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 vite.